Sur la problématique, par exemple, de détection de fraude, tu ne peux pas ne pas interpréter ton modèle. Parce que le jour où tu détectes une fraude, il faut que tu saches pourquoi. Donc si le modèle ne dit rien, ce modèle ne sert à rien. Quand j'étais en banque, dans le temps, tu vois, je pense que on faisait des modèles assez avancés, tu vois. Donc quand on voulait résoudre une problématique avec du machine learning, on faisait plusieurs modèles. Donc, on savait que c'était l'arbre de décision qu'on allait mettre en production. Pourquoi? Parce qu'on peut encoder ces règles comme des if-else, tu vois. Oui, et du coup, à côté, on allait faire des modèles de boosting tels que des ADA Boost ou des IG Boost. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Data Drift. Comme vous le savez, nous recevons des profils très intéressants pour traiter de sujets autour de la data. Donc, nous recevons des Head of Data, nous recevons des CTO, des CEO, nous recevons des Senior Data Engineers, MLOps, Data Scientists. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un profil très intéressant. Je ne vais pas vous spoiler, vous le savez. En attendant, allez liker cette page, liker la vidéo et partagez le maximum avec votre entourage, histoire que ça nous permette de grandir. Donc, tout de suite, nous allons aller accueillir notre invité du jour. Bonjour Kessan, comment vas-tu? Salut Béranger, ça va très bien. Ouais, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, c'est un plaisir d'être ici dans ces fauteuils très confortables. C'est un plaisir pour moi aussi de te recevoir. Donc, merci à toi. Donc, sans plus tarder, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, donc je m'appelle Kezanji et je suis diplômé de Centrale Paris en 2013, donc ça fait longtemps. Le temps passe vite, 10 ans déjà. Et aujourd'hui, je suis responsable Data Science et Actuariat dans une entreprise de courtage en assurance qui s'appelle DOCACI. D'accord. Très intéressant. Centrale Paris, c'est pareil que Centrale Supélec ou il y a une différence? Oui, maintenant Centrale et Supélec ont fusionné. Donc maintenant, ça s'appelle Centrale Supélec, effectivement. D'accord. Donc, tu dois être un génie. C'est vrai que les années de prépa ont été dures et c'est une excellente formation. Et ça m'a permis d'acquérir les bonnes bases. Et j'oublie aussi, bien sûr, je fais aussi un double diplôme à Dauphine pour avoir aujourd'hui, du coup, la double casquette actuaire et data scientist. Justement, très intéressant. Moi, je trouve que ton profil est très intéressant en ce que, tu sais, les actuaires sont des professionnels de la donnée depuis très longtemps, depuis la nuit des temps, et que justement, on a vu les métiers de data scientist se ramener un peu dans l'écosystème. Et donc, il y a des questions légitimes qui se posent entre le positionnement qu'a un data scientist dans une boîte d'assurance, tu vois, et en quoi est-ce que les deux métiers diffèrent. Donc, je pense qu'on va en discuter un peu plus tard. Mais avant, du coup, si on comprend ton profil, il est plutôt orienté mathématiques ou économique, c'était quoi tes spécialités lors de ta formation? Justement, quand j'étais à Centrale, c'était une formation d'ingénieur généraliste. Et ça m'a permis, je pense, d'avoir plusieurs facettes, plusieurs piliers de compétences, je dirais. Et on va en parler donc dans le boulot concrètement. Quels sont les différents piliers de compétences qui me permettent d'assurer ce job de Head of Data et Actuariat. Et je dirais que les 4 piliers, c'est pas que technique, tu vas voir. Et j'ai ce framework toujours en tête qui me permet en fait de bien gérer les projets, notamment le côté construction de la problématique. Donc je pense que c'est pas que de la data, c'est aussi, j'ai envie de dire, ce que la prépa déjà à l'époque nous apprenait. C'est comment résoudre un problème efficacement. Tout à fait. Très, très, très intéressant. Et donc, après, à la fin de tes études à Centrale, tu as voulu faire un double diplôme. Donc, pourquoi? C'était parce que tu étais intéressé par l'actuariat. Et comment on fait plus tard le lien entre ton amour pour l'actuariat et la data science? Je comprends la question, ouais.
La vie, je dirais, est faite de rencontres. Et quand j'étais en prépa, j'ai rencontré le mari en fait, d'une prof de physique qui est un éminent actuaire, qui s'appelle Jean-Marie Nessy. Et je pense que c'est vraiment mon mentor, à la fois pour l'actuariat, pour la data science, et aussi pour, de façon générale, j'ai envie de dire, pour ma vie personnelle aussi. D'accord. Et familiale même. Donc, cette personne, Jean-Marie Nessy, m'a beaucoup influencé dans mon parcours professionnel aussi. C'est-à-dire que quand j'étais à Centrale, il m'a présenté le métier d'actuaire et je me suis dit que c'était un métier extrêmement intéressant. Tout Et à fait. dès le début, quand j'étais à Centrale, j'ai pris en fait une filière apprentissage pour commencer à travailler dans une entreprise de réassurance qui est la CCR. C'est comme ça que voilà, je suis finalement dès le début à Centrale, j'étais tombé dans l'actuariat. D'accord. Et comment est-ce que pourquoi tu n'as pas commencé à travailler en tant qu'actuaire directement ou... Si, au début. D'accord. Au début, oui. Donc ta conversion, enfin, pas ta conversion ou reconversion, la seconde casquette de data scientist est venue par la suite, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, au début, j'ai travaillé comme beaucoup d'actuaires, je pense, sur la réglementation solvabilité 2. D'accord. Il y avait vraiment besoin de beaucoup d'actuaires pour travailler sur ce sujet. C'était la mode en ce temps-là d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et là aussi, c'est grâce à Jean-Marie Nessy qui a en fait un centre de formation qui s'appelle Carita. Et il m'a proposé de monter des formations en data science avec lui. Et c'est comme ça que j'ai commencé, je dirais, à faire de la data science à proprement parler. Même si quand j'étais à Centrale, il y avait déjà des cours de maths appliquées. Maintenant, de régression linéaire. Exactement. Ouais, exactement. Ok, bah, très, très, très intéressant. Et tu as fait combien d'années avant de découvrir la data science? Je dirais 2-3 ans. 2-3 ans. Et j'ai eu la chance d'être recruté après en tant que manager data scientist chez Allianz. D'ailleurs, c'est marrant parce que la manager qui m'a recruté, je l'ai eu en tant que participante à une formation de Carita. D'accord, et c'est là que les connexions se sont faites ou c'était fortuitement plus tard? Exactement. Non, pas tout de suite. Et je pense 1 an après ou quelque chose comme ça, elle cherchait quelqu'un pour la partie pilotage des activités de contrôle donc, avec la data science. D'accord, très, très intéressant. Et déjà, c'est quoi un actuaire? Parce qu'on a beaucoup parlé d'actuariat. C'est quoi un actuaire? Je pense qu'ensuite, on voudrait aussi savoir c'est quoi un data scientist. Et pour toi, comment est-ce que tu vois les deux métiers? Oui. Un actuaire, je pense que ça a une définition bien précise, contrairement, je dirais, au data scientist. Un actuaire, c'est un professionnel qui travaille dans l'assurance avec des outils mathématiques, statistiques surtout, mais pas que. Parce qu'il faut aussi bien connaître le métier de l'assurance, du coup la réglementation, même parfois le code des assurances, etc. Donc je pense que ça existe du coup depuis beaucoup plus longtemps. Et il y a des rôles dans des entreprises qui sont bien définis. Comme pour la tarification, c'est des actuaires qui le font. Le provisionnement, c'est les actuaires qui le font. Du coup, le risk management avec la solvabilité 2, ce sont des actuaires qui le font. D'accord. Et donc, est-ce que pour toi, un actuaire, étant donné qu'il utilise des algos statistiques, en plus de la dimension métier, non, mais focalisons sur la partie statistique, est-ce que pour toi, un actuaire est un data scientist d'office? Est-ce que un actuaire est un data scientist? C'est une bonne question. C'est une question qui est presque un peu, comment dire, la réponse va être, je pense, forcément subjective. Moi, je dirais oui, mais comme tout à l'heure, comme je me présentais, je disais que j'ai 2 casquettes, actuaire et data scientist. Parce que malheureusement, c'est pas forcément vu comme ça par tout le monde. Et il y a vraiment une distinction entre les deux, je dirais, dans les missions, dans les titres des différents jobs qu'on peut trouver dans les entreprises d'assurance. Mais comme tu dis, les outils, souvent, statistiques et mathématiques, sont les mêmes. Les mêmes, mais
parfois vues différemment par les deux. D'accord. Comme tu parlais de régression linéaire, par exemple. Par exemple, pour les actuaires, il y en a beaucoup qui considèrent que ce n'est pas un algorithme de machine learning, par exemple. Et donc, pour moi, d'un côté, moi, je trouve ça passionnant d'avoir ces outils et qui sont vus en fait, différemment par des personnes qui les utilisent différemment pour des objectifs différents. Et par exemple, pour un actuaire, normalement, c'est le framework GLM. Les modèles linéaires généralisés. Et dans ce framework, par exemple, on n'a pas forcément cette notion de classification. Alors que pour les data scientists, c'est plutôt le côté machine learning. Et pour le machine learning, on a de façon très classique, du coup, l'apprentissage supervisé qui se divise en deux catégories, régression et classification. Et du coup, derrière, on retrouve donc les algorithmes de régression linéaire, régression logistique, etc. Mais tu vois, c'est un peu nuancé par rapport à ces deux catégories de personnes qui les utilisent. Et le côté aussi, le surapprentissage, etc., c'est plus aussi une notion liée à la data science. D'accord, ok. Voilà. Donc à la modernisation, si tu veux, ou bien qu'a apporté la data science ou... Ok, est-ce que tu vois un data scientist comme un actuaire qui a... Bon, je ne vais pas dire un actuaire, mais une version moderne de l'actuaire? C'est une question piège. Justement, pour répondre à la question de façon politiquement correcte, je dirais non, c'est deux métiers différents dans des compagnies d'assurance. Donc, chacun a sa place. C'est un constat, plutôt. Ouais. C'est vraiment un constat. Les actuaires, encore une fois, sont vraiment encore sur la partie tarification, même si depuis, je pense qu'il y a déjà 10 ans, ils sont challengés par encore une fois, data scientists, qui peuvent venir complètement bouleverser ce métier de tarification. Mais aujourd'hui, on constate que ce n'est pas encore le cas, je dirais, parce que c'est encore des actuaires qui le font avec des GLM. D'accord. Et donc, les méthodes n'ont pas encore... Tu vas par exemple en tarification, est-ce qu'aujourd'hui, on va utiliser des modèles tels que IGBoost ou est-ce que de ce qui est, je veux dire, mise en prod aujourd'hui. Quand je parle de mise en prod, ce n'est pas au sens start-up du tout, mais au sens utilisation. Est-ce que, au sens utilisation, toi, tu as vu des IGBoost qui sont utilisés pour de la tarification ou des réseaux de neurones profonds? J'ai eu la chance d'échanger avec pas mal de personnes qui travaillent sur ce sujet et je dirais à ma grande surprise, la réponse, de mon point de vue, est non, d'après ce que j'ai constaté. Parce que je connais certains qui ont travaillé vraiment sur ces algorithmes de data science bien connus et je pense qu'ils les maîtrisent vraiment et qui ont fait des mémoires, des articles dessus. Mais concrètement, ces personnes parfois qui ont monté une start-up pour la tarification n'utilisent pas XGBoost. Ah ouais, c'est assez étonnant. Oui, ça m'a beaucoup étonné aussi, mais justement d'un autre point de vue, ce que je comprends, c'est que justement un actuaire, c'est pas, le métier de tarification, c'est pas que le côté pousser la prédiction à l'extrême, oui. C'est aussi la mutualisation. D'accord. D'un certain point de vue, je pense qu'on a aussi ce rôle de tarifer non pas avec le seul objectif d'optimiser la performance des modèles, quoi. D'accord. Très intéressant tout ça. Est-ce que du coup, ça voudrait dire que le data scientist n'a pas grand-chose à faire dans la boîte d'assurance? Qu'est-ce qu'il fait s'il ne fait pas de la tarification? Ouais, sur ce point-là, justement, non. Parce que comme je disais, je pense que les data scientists ont vraiment leur place. D'accord. Sur la partie tarification, même si les data scientists ne vont pas donner un tarif, je pense que c'est quand même extrêmement intéressant quand même d'utiliser tous ces algos pour mieux analyser les sinistres, pour donner des insights. Encore une fois, ce n'est pas pour donner un tarif à la fin, mais rien n'empêche les data scientists
de faire par exemple, la détection des sinistres graves. Sur la partie sinistre, pour moi, il y a beaucoup de choses à faire. Du coup, détecter les sinistres graves, prédire le coût à l'ouverture, clôturer aussi, détecter aussi les sinistres qui devraient être clôturés. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de problématiques. Et je pense là, justement, c'est le rôle des data scientists qui sont considérés un peu comme, comment dire... le wizard. Exactement. Ouais. De trouver ces problématiques, de montrer leur valeur. Et d'ailleurs, c'est ça qui est difficile. Parce que du coup, il faut le montrer. Il faut prouver sa valeur. Alors que du coup, les data scientists, les actuaires... Non plus à prouver la valeur. Ouais. Je pense que c'est assez... parfois, pour tout le monde, ça peut être assez difficile de devoir prouver sa valeur dans un environnement pas forcément très convivial, dans le sens où j'ai l'impression que les actuaires ont... pensais un peu que les data scientists allaient le prendre leur métier, vice-versa. Tu vois, généralement, quand tu viens dans un service, dans un métier où les personnes utilisaient déjà la donnée, par exemple les traders ou les responsables des services risques dans les banques, tu vois, ou les actuaires, c'est des métiers qui sont assez réticents à toute la propagande que la data science a ramenée. Et donc, c'est clair que si tu demandes à un data scientist dans un service d'actuaire de prouver sa valeur ou de partir, tu vois, genre, ça commence pas du bon pied, quoi, tu vois. Ouais, je comprends que c'est plutôt confortable, évidemment, voilà, d'avoir le titre d'actuaire, encore une fois, qui fait une tâche qui est bien définie. Mais personnellement, justement, c'est la raison pour laquelle j'ai aussi... du coup, plutôt basculer vers la data science, c'est que justement, j'adore challenger, j'adore trouver de nouvelles choses, trouver de nouvelles problématiques. Si on me disait, voilà, c'est comme ça qu'on fait la tarification, fais-le, voilà, ça ne m'aurait pas convenu, quoi. C'est exactement la problématique aussi de risk management avec la solvabilité 2. Donc, tout est déjà écrit pour la formule standard. Donc, il suffisait d'appliquer pour que ce soit, comment dire, parfait. Vis-à-vis des régulateurs. Oui. Donc, du coup, c'est justement ce point-là, je pense, personnellement, je me suis dit que c'était pas mon truc, quoi. D'accord. Ouais, c'est vrai que moi, c'est un peu ce qui m'a poussé hors de l'actuariat, c'est de voir comment les choses étaient figées. Certaines choses étaient figées. Et je trouvais que les algos statistiques, il y avait de grosses conclusions quand même qui étaient vite faites. Et du coup, après, personnellement, hein, c'est chacun son truc. Moi, ça, c'était pas trop ma tasse de thé. Ouais. Alors, je dirais pour conclure peut-être là-dessus, je considère que ce sont que des outils. D'accord. Du coup, il y a les modèles qu'on utilise un peu plus de façon actuarielle, méthode de Chandler, etc. Et pour les data scientists, c'est plus le framework machine learning. Je pense qu'on peut vraiment les considérer comme des outils. Et en fonction, on a notre boîte à outils, on pioche le bon outil, quoi. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vraiment aussi un pied dans l'actuariat. Donc, les modèles de fréquence coût, je les utilise. Et aussi parce que parfois, on est obligé de les utiliser parce qu'on n'a pas suffisamment de données. Donc, du coup, pour moi, c'est vraiment, on a des problématiques en face, on a des outils, et voilà, il faut pouvoir choisir les outils pertinents. Quand on a les deux casquettes, on peut choisir facilement l'outil. Est-ce que tu penses que dans une boîte d'assurance aujourd'hui, il vaut mieux être data scientist ou vaut mieux être actuaire? Si toi, tu devais choisir une seule casquette, laquelle choisirais-tu? Aujourd'hui, j'ai les deux. Ouais, si tu dois choisir. Attention, l'entretien, on peut terminer le podcast sur ça. Non, encore une fois, je pense que c'est vraiment des outils. Et moi, j'adore les deux catégories d'outils. Et on peut vraiment parfois les confronter. Et je pense que j'ai vraiment la chance d'avoir les formations qui m'ont permis de mieux comprendre les deux facettes. D'accord. Et du coup, si tu devais en choisir qu'une, imagine, tu n'as pas le choix, tu dois choisir qu'un seul métier. Ok. Alors, personnellement, dans une boîte d'assurance. Ouais. Personnellement, parce que c'est un choix très personnel. Hein, je pense qu'en fonction de l'envie de chacun, c'est pas le même. Et du coup, personnellement, maintenant, tu insistes beaucoup là. Je dirais, c'est plutôt le côté data scientist. Ah ouais. Roulement de tambour.
Ok, bah, très intéressant. T'as la réponse. Ouais, peut-être que tu as dit ça pour me faire plaisir. Ah non. Non, en tout compte fait, oui, bah, moi aussi, c'était le côté data scientist. Maintenant, j'ai migré un peu plus sur la data eng. Et là, je migre un peu plus sur de la plateforme, tu vois, donc tout ce qui est architecture, justement, en data. Et pour revenir sur notre sujet, par exemple, quel est le sujet dans tes expériences passées, très enrichissantes, quel est le use case de data science le plus impactant, par exemple, que tu as vu mis en œuvre dans une boîte d'assurance? Ok. Du coup, c'est un cas que j'ai en tête, que je ressors souvent. C'est la détection de... c'est un cas particulier de détection d'anomalies, disons, pour les contrats d'assurance. Tu vois, avec l'arrivée d'Uber et autres applications de VTC, il y a pas mal de particuliers, du coup, ils deviennent chauffeurs de VTC. Oui. Et bah pour ça, il faut qu'ils prennent un contrat d'assurance professionnel. Ouais. Et bah parfois, peut-être, ils ne savent pas. Ou alors, ils veulent payer un peu moins cher. Donc, ils n'ont pas forcément un contrat professionnel. Ils ont gardé leur contrat particulier. D'accord. Et bah, du coup, l'idée là, c'est de détecter ce genre de cas. D'accord. Et bah, du coup, c'était un projet de bout en bout et j'ai beaucoup appris avec ce projet. D'accord. Dans un premier temps, c'est la collecte des données. C'est-à-dire que pour détecter ça, il fallait des données externes, notamment les données de sirène, pour pouvoir trouver ces personnes qui utiliseraient les informations personnelles comme nom, prénom, etc. pour la création de l'entreprise de chauffeurs de VTC. D'accord. Et du coup, il fallait intégrer ces données externes aussi avec les données de l'INSEE aux données internes pour pouvoir avoir une vision un peu plus complète sur les risques. Ensuite, il y a la partie... Mais dès que tu vois, par exemple, quelqu'un qui a, supposons Dagobert, qui est un particulier, qui a aussi son entreprise, qui a son truc d'Uber, comment est-ce que tu arrives à partir des sirènes à savoir que c'est un particulier qui fait aussi du Uber ou c'est un Uber professionnel? C'est là où, avec l'adresse, avec le nom-prénom, on peut faire le matching. C'est pas toujours exact. C'est là où la qualité de données est aussi importante, évidemment, dans la recherche de correspondance entre les deux. Donc, c'est jamais parfait, mais parfois, on a exactement le nom-prénom, parce que souvent, les chauffeurs de VTC utilisent leur nom-prénom parce que ce sont des auto-entrepreneurs, par exemple. Voilà. Mais parfois, pour une raison ou une autre, ça ne s'écrit pas exactement pareil, etc. C'est pour ça que le matching n'est pas exact. D'accord. Ça, c'est la première chose. Mais évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a le nom qui est là, ou un nom similaire, que tout de suite, on va... C'est la personne, spotter la personne. Exactement. C'est pour ça qu'il y a la deuxième partie, qui est un modèle de classification qui va utiliser les données de risque et de contrat, comme là où il habite, son âge, l'âge de son véhicule, marque, modèle, couleur, etc. bien sûr. Et avec ça, on va pouvoir donner finalement un score. Tu vois. Dans le premier cas, il y a aussi un score de matching. Et là, le deuxième cas, c'est le score de matching finalement de profil. D'accord. Et grâce à ça, on a un ensemble de modèles qui nous permettent de détecter un ensemble d'anomalies, je dirais. Et c'est là où, ensuite, on allait voir les gestionnaires pour discuter avec eux. Et je pense que c'était une étape aussi très, très importante. Parce que si on automatisait ça, il y aurait beaucoup de faux positifs et les gens ne comprendraient pas pourquoi. Et typiquement, justement, il y avait des cas qui étaient intéressants, qui étaient sortis. D'abord, les cas qui se passent très bien, c'est par exemple les gestionnaires qui disent si un chauffeur, si du coup la personne a, disons, 30 ans et habite dans le nord de Marseille, par exemple, et qui a une Peugeot 508. Eh ben, les experts du coup du métier, tout de suite, ils peuvent avoir un doute sur ce dossier. D'accord. Pourquoi? Parce que la Peugeot 508
est plutôt luxueuse, c'est ça? Exactement. Enfin, D'accord. du coup, c'est un modèle qui est beaucoup utilisé par les chauffeurs de VTC apparemment. C'est comme ça que j'ai appris aussi. D'accord, Voilà. d'accord. Donc, il y a vraiment une connaissance métier. Qui était là D'accord. et que le modèle validait. D'accord. Voilà. Maintenant, le modèle va aussi trouver plein d'autres profils que le métier ne connaissait pas forcément. Et en plus, bien sûr, il y a d'autres facteurs qu'ils n'ont pas forcément en tête. Donc, d'où l'intérêt, évidemment, de construire un modèle. D'accord, très, très, très intéressant. Et ok, bah, c'est vrai que quand tu parlais de détection d'anomalies, moi je pensais plus pas des choses supervisées, tu vois, pas vraiment de la classification. Et exactement. Alors, justement, sur cette partie de détection d'anomalies et même de fraude, Hmm. ma conviction, et justement grâce à ce projet, d'ailleurs, ce projet contient justement beaucoup de scénarios d'anomalies. Et ma conviction, d'un point de vue métier, c'est il faut bien définir chaque scénario d'anomalie avec ses causes pour pouvoir, à chaque fois, Pouvoir construire, détecter. Hmm. voilà, et non pas un modèle, mais parfois plusieurs modèles. D'accord, d'accord, très, très intéressant. Et du coup, de ton expérience, par exemple, quels sont les modèles, tu vois, de machine learning qui vont être plus utilisés en assurance en général? En général, je, Ne me dis pas la régression logistique. je pense qu'on peut répondre à cette question de deux manières. C'est-à-dire que dans un premier temps, euh, il y a les modèles qui sont utilisés par les data scientists pour des problématiques où il y a les données structurées, tabulaires. C'est XGBoost, Random Forest. On va pas dire le contraire et on trouve sur le terrain que c'est souvent le cas. Hmm. Parce que le comportement des données est souvent non linéaire, Ouais. d'où la prédominance, je dirais, de ce type de modèle. Maintenant, quand tu dis quels sont les modèles qui sont utilisés de façon générale en assurance, on a déjà discuté, du coup, pour d'autres raisons, on ne va pas toujours choisir les modèles les plus performants. Donc, on va préférer d'autres modèles. Et oui. Oui, donc, oui, bon, enfin, je parlais des modèles vraiment data science moderne, tu vois, pas de modèle entre l'actuariat et la data science. Mais voilà, tu as bien répondu, Random Forest et XGBoost. Mais tu vois, ce sont quand même des modèles assez, je ne vais pas dire boîte noire, mais on ne voit pas forcément facilement ce qui s'y passe. Et du coup, comment est-ce que dans le domaine de l'assurance, on se positionnait par rapport à ça? Est-ce que vous aviez des obligations de déballer la boîte quand il y a de ces modèles où ça dépend de la problématique, ça dépend du sujet? Oui, c'est une question très importante, évidemment, sur l'interprétabilité des modèles. Euh, Dans un premier temps, j'ai envie de poser la question. Pour toi, c'est quoi un modèle interprétable, bien interprétable? Alors, moi, je verrais l'interprétabilité sous deux angles. Le premier angle, c'est de pouvoir comprendre en général, euh, tu vois, le modèle, tu vois, de pouvoir le comprendre, je vais dire, correctement dans ses grandes lignes. Tu vois, donc une interprétabilité plutôt globale. Ensuite, je verrai aussi une interprétabilité locale, tu vois, donc de pouvoir comprendre chaque décision que prend le modèle et qui ne doit pas trop contredire l'interprétabilité globale, tu vois. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, pouvoir expliquer à quelqu'un, tu vois, par exemple, dans le domaine, euh, tu vois, de l'assurance, si je refuse de, de lui payer enfin, de couvrir un sinistre, de pouvoir lui expliquer pourquoi est-ce que, si je me suis basé sur un modèle, tu vois, je ne sais Ouais, pas, bien sûr. voilà. Ouais, je comprends. Et maintenant, puisqu'on a plusieurs modèles, donc d'ailleurs, on va en parler. Pour toi, quel est le modèle le plus, comment dire, interprétable?
Parce que tu disais que Random Forest et XGBoost sont moins interprétables, mais par rapport à quels algos? Quels autres algos? Non, en fait, justement, moi, je te posais la question parce que je voulais voir quel était le positionnement. Parce que nous, derrière, genre, nous qui ne sommes pas dans le domaine de l'assurance, on a tendance à penser que en assurance et en bancaire, vu que c'est des domaines assez réglementés, que tout ce qu'on fait doit forcément être interprétable by design, tu vois. Et du coup, moi, je voulais voir le positionnement des actuaires par rapport à ça à l'intérieur. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous vous dites que c'est en fonction de la tâche à accomplir qu'on va chercher quelque chose d'interprétable ou c'est par défaut, vous êtes braqué sur l'interprétabilité? Oui, en fait, pour moi, il y a plusieurs, enfin, comme tu as commencé à dire, hein, déjà, c'est quoi l'interprétabilité? Comme tu disais, il peut y avoir plusieurs façons d'interpréter un modèle. Donc, effectivement, sur la nécessité d'interprétabilité, selon les problématiques, je pense que ce n'est pas du tout le même niveau d'interprétabilité qu'il faut donner. D'accord. Typiquement, pour des modèles qu'on utiliserait en marketing, pour détecter les personnes qu'il faut contacter, enfin surtout appétentes. Exactement. Et surtout les modèles qui sont utilisés aussi dans l'A/B testing. Donc avec l'expérimentation qui est construite, si on trouve que, par exemple, sur une page web, un bouton rouge fonctionne mieux qu'un bouton violet, et on va choisir le bouton rouge. On n'a pas forcément besoin d'interpréter le modèle. D'accord. Du coup, dans ce type de problématique, on ne rend compte à personne, pour moi. Alors qu'en assurance, sur la problématique, par exemple, de détection de fraude, tu ne peux pas ne pas interpréter ton modèle. Parce que le jour où tu détectes une fraude, il faut que tu saches pourquoi. Donc, si le modèle ne dit rien, ce modèle ne sert à rien.